Bonjour à tous et bienvenue pour cette session consacrée à la lutte contre les déserts médicaux. Je suis très content d'accueillir les participants à ce panel et saluer les personnes qui sont présentes physiquement et celles qui nous écoutent. Donc je me présente, je suis Thomas Barnet, je suis professeur des universités à l'UPEC, l'université Paris-Est-Créteil, économiste de la santé également. Et cette session, comme une autre, ont été construite par le Collège des économistes de la santé à la demande d'EGECO. Le Collège des économistes de la santé, c'est une société savante en économie de la santé, évidemment. Je suis le vice-président recherche. Karine Franck est la vice-présidente en charge des relations internationales. Et donc, je suis très content de vous présenter notre panel. Je remercie évidemment l'EGECO et l'équipe de Pascal Lemairer de nous d'avoir accepté de réaliser une table autour de ces questions-là. Donc, je vais commencer par présenter le panel. J'ouvrirai par quelques mots la session et puis je laisserai la parole à mes collègues. Donc, je vais vous présenter d'abord à ma droite Karine Franck, qui est économiste de la santé, chercheur à l'INSERM au CESP, le Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations. Elle est spécialiste d'un certain nombre de sujets en santé, dont l'organisation des soins primaires, des mécanismes de rémunération des médecins et de l'assurance, notamment l'assurance complémentaire. À la suite de l'intervention de Karine interviendra Julien Mousquet, qui est à ma gauche, qui est également économiste de la santé, enseignant-chercheur à l'École des hautes études en santé publique et directeur de recherche à l'IRDES, l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Et Julien est spécialiste de l'accès aux soins primaires, de l'évaluation des dispositifs et des réformes du système de santé, de la régulation du système de santé, etc. Donc 2 économistes pour démarrer, puis on écoutera la parole du sachant, de l'expert, du médecin, Marc Chanelière, qui est professeur des universités de médecine générale à l'université de Lyon 1, qui exerce également en maison de santé pluriprofessionnelle à Oullins, donc on aura aussi son regard de praticien. Il est par ailleurs chercheur en santé publique à l'INSERM et spécialisé notamment dans la qualité et la sécurité des soins en soins primaires et la notion d'équipe. Enfin, on écoutera, et on est ravis de l'accueillir, on remercie monsieur le ministre député de Mayenne, Guillaume Garot, ancien ministre délégué à l'agroalimentaire entre 2012 et 2014, si je ne me trompe pas, et qui porte notamment une proposition de loi transpartisane visant à lutter contre les déserts médicaux, qui a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale en mai dernier, qui devrait passer au Sénat peut-être prochainement, donc qui viendra nous dire un petit peu comment les politiques se mobilisent sur ce sujet qui est un vieux serpent de mer. Alors, quelques éléments en préambule avant de donner la parole à Karine Franck. Alors, en économie, on aime bien mobiliser un outil qui est le marché, donc on va caractériser le marché des soins, et on va essayer de voir dans quelle mesure l'offre et la demande se rencontrent. Et en fait, l'offre et la demande de soins ont des dynamiques qui sont totalement contraires. La demande de soins est alimentée par le vieillissement de la population, la chronicisation des maladies, l'innovation technologique qui a tendance naturellement à croître de manière très importante. Et l'offre de soins, notamment, on va s'intéresser aujourd'hui à l'offre de soins proposée par les médecins, notamment les médecins libéraux, eh bien, elle est insuffisante. On a un problème de volume qui devrait se régler un petit peu dans les années qui viennent. Mais je donne un chiffre. Entre 2010 et 2025, finalement, le nombre de médecins en activité régulière est resté stable autour de 200 000, alors qu'évidemment, les besoins de la population croissent de manière très importante. Cette offre de soins, elle est non seulement insuffisante, mais elle est également mal répartie sur le territoire. Donc c'est le deuxième problème de la répartition des médecins sur le territoire. Et le troisième problème qu'on va évidemment essayer de comprendre aujourd'hui, c'est le fait que les médecins ont de moins en moins de temps médical disponible à allouer à leur patientèle. Donc on a ces trois problématiques-là. Quelques chiffres, et je vous promets, je laisse la parole à mes collègues, il y a quelques chiffres complémentaires. La densité médicale, qui est un indicateur qu'on va évidemment, dont on va parler aujourd'hui, pas exclusivement, c'est-à-dire le nombre de médecins pour 1000 habitants. Eh bien, il y a quelques années, on était vraiment au niveau de l'OCDE, voire même au-dessus. Aujourd'hui, en France, on a 3,2 médecins, toutes disciplines confondues, donc généralistes et spécialistes, pour 1000 habitants, donc 3,2 en France pour 1000 habitants, contre 3,7 dans les pays de l'OCDE. Donc évidemment, on questionne la liberté d'installation et du coup, ce qu'on appelle les défaillances de marché, ce qui pourrait justifier une intervention publique
en raison de défaillances de marché qui renvoient à des problèmes d'efficience, de santé publique et de rupture évidemment du contrat social. Et donc les densités médicales sont extrêmement différentes, on va y revenir, mais je prends simplement un chiffre. Si on regarde au niveau départemental, ça va de 1 à 5, si on compare l'Eure et Paris, par exemple. Voilà. Dernier élément peut-être, qui est important. Aujourd'hui, on sait qu'un Français sur 10, même un petit peu plus, n'a pas de médecin traitant. Donc naturellement, ça pose des problèmes d'équité d'accès aux soins sur le territoire. Je laisse la parole à Karine Franck, qui va notamment poser les éléments du débat, le constat en tant qu'économiste, et puis nous dire un petit peu de quelle manière les économistes s'emparent de cette question. Merci beaucoup, bonjour à tous. Donc effectivement, pour ouvrir un petit peu cette table après les mots de préambule de Thomas Barnet, eh bien, je me suis attachée à essayer d'expliquer de quoi parle-t-on réellement, et avant d'en venir à comment en sommes-nous arrivés là. Alors, effectivement, cela vient d'être rappelé, mais l'idée des économistes, c'est quand même de trouver ou d'atteindre un niveau optimal d'offre de soins. Et effectivement, sur ce marché caractérisé par de très nombreuses défaillances de marché, ça veut dire que ça dysfonctionne, rien ne marche comme il faut. L'information, l'assurance, par exemple, paye en aveugle. C'est un élément. Et puis surtout, c'est un marché qui est marqué par des délais d'ajustement extrêmement longs, du fait notamment de la formation des professionnels de santé. Donc effectivement, il faut anticiper au mieux sans savoir exactement quel est le niveau qu'on cherche à atteindre. Concrètement, la définition d'un désert médical, comme ça a été rappelé, ça désigne un territoire où l'offre médicale est insuffisante. Offre médicale au sens de la médecine générale, des spécialistes, des infirmiers, des pharmaciens. Et tout ça par rapport aux besoins de santé de la population sur ce territoire, des habitants du territoire. Quelles conséquences ? Elles sont simples. Des délais d'attente très très longs pour obtenir un rendez-vous, au risque d'aggraver un état de santé potentiellement déjà dégradé. Des distances à parcourir extrêmement longues pour pouvoir consulter. Et les conséquences directes, c'est un report vers des urgences déjà saturées, ou en tout cas à des coûts de recours beaucoup plus importants, des difficultés à trouver un médecin traitant, ça vient d'être rappelé, et des inégalités sur les territoires, entre les territoires, et tout ça conduit à aggraver, c'est un espèce de cercle vicieux, parce que ces territoires deviennent aussi moins attractifs. Et on va y revenir. Mais avant ça, on se demande, quel est le point de vue de la population, des usagers? Comment eux qualifient-ils leur accès aux professionnels de santé? Alors, j'utilise pour ce faire les données du baromètre opinion de l'adresse de 2024. En France, on a les mêmes délais d'attente pour se faire soigner, quel que soit le lieu où on habite. À cette phrase, à ce constat, en 2017, 73% se déclaraient plutôt d'accord avec l'idée que plutôt pas d'accord avec l'idée que finalement les délais d'attente ne dépendent pas du territoire. Donc ça veut dire qu'en miroir, les délais d'attente vont être inégaux selon les territoires et donc il y a des inégalités. Et ce constat est relativement stable en 2024. Alors c'est pas très réjouissant, mais c'est stable. Quand on s'intéresse à la même question, mais en fonction du revenu, eh bien là aussi les résultats sont stables. Ça veut dire que 50% de la population considère que là où on habite, on va avoir des délais ou des délais d'attente qui vont dépendre de son revenu. Alors derrière cette stabilité relative se cache pourtant une dégradation importante de la situation. À la question, à votre avis, pensez-vous qu'à proximité de chez vous, il y a suffisamment de médecins généralistes ? Eh bien, en 2002, donc on remonte un tout petit peu avant quand même, en 2002, 21% répondaient que oui, il n'y a pas assez de médecins généralistes près de chez moi. En 2024, c'est plus de 58% de la population qui considère ne pas avoir accès à des médecins généralistes à proximité de chez eux. Et alors, quand on prend les spécialistes, on était à 44% en 2002 et on est à près de 71% en 2024 à considérer que près de chez eux, il n'y a pas de spécialistes ou pas suffisamment de spécialistes. Alors derrière ces chiffres, on voit bien que la stabilité, finalement, c'est une situation qui se dégrade pour tous, avec des chiffres qui sont quand même particulièrement éloquents, mais quand même qui reflètent aussi des hétérogénéités importantes. Alors comment objectiver
toutes ces réponses, en fait, tous ces avis? Eh bien, avec des mesures, et comme Thomas l'a rappelé, avec notamment des densités. Donc, la densité des professionnels de santé, ça permet effectivement d'avoir des comparaisons entre départements, entre communes, entre régions, entre pays, sachant que quand même, entre pays, il y a quand même toutes les modalités d'accès au système qui font que les densités sont un élément de réflexion, mais ne permettent pas complètement de refléter la façon dont les gens s'organisent pour accéder à leur système de santé. Et sur un territoire tel que le nôtre, ces densités-là, elles sont compliquées parce que si vous avez un médecin d'un côté de la rue et que finalement la frontière du territoire est au milieu de la rue, vous allez considérer qu'en face du cabinet, ce médecin n'est pas dans votre zone. Donc on voit bien que c'est quand même un peu limite. Mais n'empêche que dans le temps, ça permet d'avoir des comparaisons et de suivre l'évolution. Alors il y a plein d'autres indicateurs et par exemple le taux d'assurés sans médecin traitant. Thomas a rappelé la difficulté. En 2024, 6 millions d'assurés n'ont pas de médecin traitant. Et quand on voit la carte à côté, on voit bien que cette répartition dans les rouges plus ou moins foncés reflète bien le manque d'uniformité. Et autour de l'Île-de-France, c'est très rouge foncé. Ça veut dire qu'effectivement, beaucoup de patients ne trouvent pas de médecin traitant dans ces zones-là. Un autre indicateur, c'est l'accessibilité potentielle localisée. Alors, elle est spécifique par type de professionnel de santé. Et récemment, l'adresse vient de produire un indicateur pour les soins primaires. Mais en tout cas, l'accessibilité potentielle localisée s'exprime en nombre de consultations disponibles par an et par habitant. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'assez concret. Et donc, on va pouvoir regarder l'évolution de cette disponibilité des soins à proximité pour chaque Français ou chaque assuré sur le territoire. 3 dimensions sont prises en compte. L'activité de chaque praticien mesurée par le nombre de consultations ou d'actes qu'il a produits l'année précédente, pour bien se dire qu'un médecin sur un territoire, ce n'est pas 100% de son temps. Donc, certains vont avoir effectivement des pratiques différentes, des intensités d'activité différentes. Le temps d'accès à ce praticien, est-ce qu'il est loin de chez moi, avec des pondérations pour bien prendre en compte cette accessibilité, le recours aux soins des habitants, c'est-à-dire effectivement caractériser les territoires en fonction des besoins de santé, en fonction des classes d'âge pour prendre en compte les besoins. Alors quand on a tout cet outil, qu'en fait-on ? Alors je suis désolée, c'est peut-être un peu petit, mais la première case entourée de orange, c'est la case qui correspond aux médecins généralistes. En France, en 2023, 3,3 consultations par habitant sont disponibles par an pour un assuré, en moyenne. Et par rapport à l'année d'avant, ça baisse, moins 1,4%. Donc en fait, la disponibilité aux médecins traitants diminue. Mais ce qui est plus important, c'est les 2 colonnes qui suivent. C'est-à-dire, comment se répartit cette disponibilité sur les territoires. Et si je regarde dans les territoires où les personnes ont le moins d'accès, ils ont accès à 1,4 consultations, 1,4 consultations. Et dans les territoires où, par contre, c'est le plus, c'est 5,6, c'est-à-dire 4 fois plus. Et quand on regarde la dernière, cette inégalité entre ceux qui ont le plus d'accès et ceux qui ont le moins d'accès, elle s'accroît de 5% sur la dernière année. Donc ça montre bien qu'il y a une dégradation de l'accessibilité. Et là, on est dans un indicateur fin. On est sur le nombre de consultations disponibles au niveau d'un territoire vie santé, c'est-à-dire relativement petit. Et à l'inverse, les sages-femmes, qui ont aujourd'hui des extensions de compétences et qui peuvent produire des soins gynécologiques, donc ça va au-delà de la maternité, la situation s'améliore et dans la dernière colonne, on voit que les inégalités territoriales se réduisent. Alors, comment sommes-nous arrivés là ? On voit bien que tous ces outils nous permettent de suivre cette comparaison. La demande de soins, ça a été rappelé, donc je ne vais pas y revenir. La demande de soins, elle augmente. Vieillissement de la population, chronicisation des maladies. Un chiffre seulement, en 2022, 1 personne sur 5 a déclaré une ALD en France. Donc les ALD, ce n'est pas l'ensemble des maladies chroniques. D'accord ? Ça, c'est une partie. Donc on voit bien quand même qu'il y a effectivement une dégradation liée au vieillissement de l'état de santé, ou en tout cas la prise en compte d'un certain nombre de maladies. Et puis le virage ambulatoire, qui est quand même une politique choisie, volontariste, de laisser, ou en tout cas de rendre plus de place à l'ambulatoire, et effectivement, il y a des besoins de plus de ressources en ambulatoire pour répondre à cette stratégie politique.
l'offre en ville, l'offre de soins en ville se transforme dans un contexte quand même d'exercice libéral. Alors quand je dis quand même, c'est volontaire, c'est-à-dire que cet exercice libéral, il s'accompagne implicitement de conditions. La liberté du lieu d'installation pour les professions médicales. Alors, il y a eu des changements. Les infirmières, les kinés, les sages-femmes et les pharmaciens ont des conditions d'installation restreintes. Donc, c'est possible. Mais aussi, cet exercice libéral implique une place importante du paiement à l'acte. Et ce paiement à l'acte, il a des conséquences en économie, on les a beaucoup étudiées. La demande induite, c'est-à-dire que le médecin peut organiser ou induire une certaine demande de la part de ses patients qui peut compenser, par exemple, une densité médicale élevée ou ce qu'on dirait plus de compétition sur un territoire. Et par ailleurs, pour certains professionnels de santé, il y a une certaine liberté tarifaire puisque certains peuvent pratiquer des dépassements d'honoraires, ce qui leur permet potentiellement d'accroître leurs revenus dans des territoires où la demande serait plus faible. La raréfaction globale de l'offre de soins, elle est prégnante. Ça a été dit en introduction, mes collègues y reviendront. C'est lié à la démographie médicale, de la régulation passée du numerus clausus sur laquelle je ne reviens pas, mais ce qui fait qu'aujourd'hui, 30% des médecins généralistes à peu près ont plus de 60 ans. Donc on voit bien quand même que, évidemment, ça conduit une certaine dynamique, que le nombre de médecins généralistes a diminué et que la population des professionnels s'est fortement féminisée. Donc c'est deux dynamiques importantes. Quand on regarde le tableau dessous, les chiffres entourés en rouge, depuis 2012, d'accord, depuis janvier 2012 jusqu'à janvier 2025, le nombre de médecins généralistes a diminué de 1,4% sur ces 13 dernières années. Quand le nombre de spécialistes a augmenté de près de 20%. Donc ça donne quand même des dynamiques. Donc tous les professionnels de santé ne se raréfient pas. Ils ne s'installent pas tous de façon équitable ou uniforme, mais en tout cas, voilà, il y a une dynamique en tout cas du côté de la médecine générale qui est plutôt à la baisse et une féminisation importante. Ça se traduit par l'évolution de densité, vous le voyez ici. Par exemple, en orange, vous avez les infirmiers, donc la densité des infirmiers qui a beaucoup augmenté. En bleu clair, ou bleu foncé, pardon, bon, c'est les bleus, on ne les voit pas très bien, hein. Mais c'est les médecins généralistes et spécialistes. Ceux qui sont le plus à la baisse, c'est les médecins généralistes. Et les sages-femmes augmentent, on l'a déjà vu, et les masseurs kinés aussi. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a ces différences d'attractivité de spécialité? Eh bien, effectivement, ce n'est pas le seul, mais le revenu attendu peut être moins attractif en médecine générale que pour les autres spécialités. Donc là, on a les chiffres de 2021, effectivement, sur le revenu annuel moyen. On voit en rouge celui des médecins généralistes et en bleu celui des médecins spécialistes, toute autre spécialité que la médecine générale confondue. Donc peut-être, ça peut être une explication de manque d'attractivité. Mais probablement, et les études semblent le montrer, que le frein le plus important, c'est la charge de travail attendue et la pression particulièrement importante dans certains territoires face à une demande rationnée. Et effectivement, cette difficulté d'attractivité pendant le cursus de formation pour les médecins généraux, elle se retrouve dans plein d'autres pays, hein, pas qu'en France. Et en 2016, en France, par exemple, 6% des postes déposés au concours, offerts au concours, n'étaient pas pourvus. Ce n'est plus le cas. En 2024, il n'y a plus de postes qui sont non pourvus, les 0,2% concernant essentiellement des contrats d'engagement de service public dont on parlera peut-être plus tard. Et ces chiffres sont assez comparables à nos pays tels que Australie, Royaume-Uni, Danemark, Norvège. Les choix d'installation, où vont s'installer les médecins? De nombreuses études ont été menées et l'idée, c'est qu'ils vont s'installer selon l'anticipation de cette charge de travail, cette pression. Et les médecins généralistes tendent de plus en plus à favoriser la qualité de vie, notamment par le choix de leur localisation, plus que potentiellement les revenus, on l'a vu. Et ils vont aller là où la pression de la demande n'est pas trop forte, et c'est le cas en Allemagne, là où le conjoint peut trouver du travail, une étude au Danemark, et là où il est plus facile de faire garder ses enfants, en France ou en Australie.
Par ailleurs, les attentes des médecins généralistes sont différentes. Les médecins généralistes travaillent moins en France qu'avant, 53 heures par semaine quand même, en 2009, versus 57 en 2010. Comme dans les autres pays. C'est aussi une tendance qui est retrouvée dans des pays comme l'Australie ou l'Australie. Tendance tirée par les jeunes médecins généralistes et par la féminisation. Les jeunes médecins généralistes ont toutefois, et ça nous le montrons dans une étude très récente, une production d'actes plus élevée que leurs aînés. Donc les jeunes ne travaillent pas moins en fait, ils travaillent plus en termes de production, mais la productivité a augmenté. Et il y a une convergence entre médecins généralistes, hommes et femmes, c'est-à-dire que les femmes ont une production qui augmente plus vite que celle de leurs confrères hommes. Et par contre, ce qui est la clé, c'est que le profil des patients qu'ils voient est bien plus complexe que leurs aînés au même moment de leur carrière. Donc, il y a des dynamiques qui sont à l'œuvre. Et enfin, une autre dimension importante, c'est la crainte et le rejet de l'exercice isolé. Il y a une pratique aujourd'hui regroupée qui est majoritaire, y compris en médecine générale, avec des modes de regroupement très variés. Cabinet monodisciplinaire, pluridisciplinaire, maison de santé. Et aujourd'hui, 81% des professionnels de moins de 50 ans exercent en groupe. Mon dernier slide. Donc, plusieurs leviers, et je pense que là, maintenant, nous allons y aller, c'est agir sur la marge extensive avec l'idée, du coup, d'attirer de nouveaux professionnels de santé, qu'il s'agisse de médecins généralistes, de paramédicaux, de spécialistes, particulièrement dans les zones défavorisées, dans des spécialités pour lesquelles les besoins sont importants. Agir sur la marge intensive, c'est-à-dire finalement les professionnels qui sont là, favoriser leur offre de temps médical, peut-être réduire les charges administratives pour favoriser le temps de médical par des revenus, des incitations financières, par des meilleures conditions de travail, la flexibilité du temps de travail notamment, qui est plus favorable dans le cas d'exercices regroupés, en favorisant la coordination entre les professionnels. Je vous remercie. Merci beaucoup, Karine Franck. Alors, je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions en adressant un texto. Cependant, je ne reçois rien sur ma tablette, donc c'est un petit mot pour la régie. Il doit y avoir un souci parce que j'imagine que les questions doivent être abondantes. Donc, si vous pouviez régler ça. Donc on poursuit avec l'intervention de Julien Mousquès. Donc on a posé des éléments de constat. Vous avez vu que dans les éléments de ce qu'on appelle la revue de littérature, vous avez des éléments à l'international qui ont été produits par Karine Franck. On va continuer dans cette comparaison internationale et puis aller sans doute aussi sur les modalités nouvelles d'organisation des soins primaires. Je laisse la parole à Julien Mousquès. Oui, merci Thomas, merci Karine. On va continuer sur le fait d'essayer d'identifier quelques quand même spécificités françaises en la matière quand on se compare à d'autres pays à système de santé avancé et puis de l'OCDE, pour ensuite vous présenter un peu le grand type de mesures qui sont mobilisées ailleurs et celles qui sont mobilisées chez nous, celles qui sont peut-être un peu laissées en chemin chez nous ou pas utilisées de façon aussi intensive, et puis quelques éléments de résultats de travaux de recherche dans ce domaine relativement aux mesures mobilisées en France et quelles questions cela pose. Le constat a été très bien posé par Thomas et Karine. La particularité française, c'est que la raréfaction de la ressource humaine en santé, c'est un concernement mondial pour l'OMS et on estime des déficits à professionnels de santé à des horizons temporels à 10, 15, 20 ans qui sont très importants, qui portent autant sur les professions médicales que sur les professions paramédicales. La particularité, c'est que les pays européens et les systèmes de santé avancés dans les pays européens sont plutôt moins concernés par ces processus de raréfaction, à l'exception de quelques pays, dont la France et dont l'Allemagne. La deuxième particularité, c'est que l'intensité des déséquilibres de répartition géographique qui vous ont été présentés par Karine sont particulièrement marqués en France comparativement à nos pays proches et à systèmes de santé avancés. Et ces déséquilibres sont historiquement construits en France parce qu'on n'a pas considéré à sa juste mesure la question des particularités des comportements de localisation et ce que ça produisait comme résultat en termes d'inégalité de répartition. Donc ces déséquilibres de répartition, ils ne sont pas récents. Ce qui est récent, c'est l'intensité avec laquelle ils s'expriment.
Dans le graphique en bas à droite, vous avez l'évolution depuis 2010 du nombre de médecins sur une sélection de pays de l'OCDE. Et là, c'est une sélection de pays pour lesquels ça a augmenté le moins. Donc il y a 4 pays concernés. La France comme l'Allemagne font partie des pays sur lesquels l'augmentation a été la plus faible. Et Karine l'a rappelé avec des baisses, une stabilité des effectifs sur cette période, alors que la demande a augmenté de façon très importante. La situation fait que il y a 25-30 ans, la France était dans le top des pays de l'OCDE en termes de niveau de dotation. Aujourd'hui, on est dans le dernier tiers des pays de l'OCDE. C'est pointé par la flèche bleue ici, estimé à 12,3 pour 1000 habitants. Et effectivement, Karine l'a présenté, cette question de la diminution et de la raréfaction de l'offre, lorsqu'on compare ce fameux indicateur d'accessibilité à des consultations, l'APL, en prenant des bornes identiques entre 2013 et 2022, les territoires avec lesquels l'accessibilité aux soins est la plus faible, c'est-à-dire les plus clairs et en blanc ici, on voit une expansion très importante du nombre de territoires concernés par ces niveaux de répartition. Il y a plein de façons de voir ces questions de déséquilibre. Et c'est principalement, il y a des phénomènes nord-sud, il y a des phénomènes frontaliers, il y a des types de territoires, il y a la ruralité, l'urbanité, il y a la question de la défavorisation économique et d'autres domaines. Il y a plein de travaux qui cherchent à estimer ce nombre de territoires concernés. Ici, c'est un travail conduit par l'IRDES et des collègues géographes. Et lorsqu'on cumule, en fonction de la perspective que l'on prend en termes de métiers et de disciplines, en fonction de la qualification des territoires et de la finesse, on peut arriver à des estimations de 5, 6, jusqu'à 30 et 35% de la population qui va connaître des difficultés d'accès aux soins tangibles, effectives, à un ensemble de services, notamment en soins de premier recours. Comme ça a été dit, ça c'est lié au fait que, et dans tous les pays, on observe que la localisation des professionnels de santé est déterminée par d'autres déterminants que les besoins à couvrir et qu'il y a plein de phénomènes, de caractéristiques individuelles, professionnelles, territoriales qui vont conditionner cette localisation. Ça, c'est un point très important parce que lorsqu'on construit des mesures en réaction à ces problèmes de localisation, il faut qu'ils soient en correspondance de ces déterminants. Et il s'avère que le déterminant de la rémunération n'a pas été un déterminant central de la localisation des professionnels en France et dans beaucoup d'autres pays. Et du coup, ça questionne la place que l'on a pu donner aux incitations financières par rapport à la place qu'on pourrait donner à d'autres leviers. Qu'est-ce qu'on a mobilisé dans d'autres pays ? Alors, je pense que monsieur le député Garou y reviendra. Il y a la question de la coercition à l'installation, qui est pratiquée dans beaucoup de pays. Mais sinon, les flux de formation ont augmenté de façon importante et beaucoup plus précoce dans d'autres pays que chez nous. Des mécanismes liés à qui rentre dans les études médicales, qu'est-ce qu'on fait au moment des études médicales pour favoriser des localisations qui sont les plus satisfaisantes et les plus adéquates par rapport à nos besoins, ont été des dispositifs de politique publique très importants. Les migrations, pour les pays qui ont pu s'appuyer dessus, ont été un phénomène massif pour compenser les déséquilibres entre l'offre et la demande localisées dans le temps ou sur les territoires, parfois de façon très cynique, en octroyant des droits à exercer, mais uniquement d'un territoire qu'on appellerait chez nous sous-doté. Et puis des investissements massifs sur la modification des modes d'exercice pour des exercices effectivement collectifs, pour répondre à cette aspiration à s'éloigner des exercices isolés et développer de façon massive ce qu'on appelle des coopérations entre professionnels et notamment du transfert d'activités en substitution ou en complémentarité pour améliorer la quantité de services, voire la qualité, notamment entre médecins et d'autres professionnels de santé qui ont été mobilisés de façon massive dans énormément de pays et avec beaucoup plus de mesures chez nous, même s'il y a des mouvements importants dans la matière. Et finalement, les incitations financières, ça fait partie du panel des mesures, mais ça, dans ces pays-là qui ont eu des réactions fortes, ce n'est de loin pas la seule mesure mobilisée. Chez nous, elle a tenu une place relativement importante. Qu'est-ce qu'on a chez nous ? Alors, pas de façon nécessairement proactive, mais il y a eu des évolutions sur lesquelles je ne reviendrai pas dans le droit réglementaire européen qui a conduit quand même à des flux de migration qui se sont augmentés de façon importante. Mais il faut savoir qu'en France, ces flux de migration sont relativement modestes par rapport à d'autres pays européens qui se sont appuyés sur la migration pour compenser des déséquilibres de répartition.
Des mesures coercitives ont été mobilisées, mais pour d'autres professionnels que la profession médicale, infirmiers, infirmières, masseurs kinés, sages-femmes, dentistes, et puis historiquement les pharmaciens ont une logique de coercition, de possibilité de localisation de l'activité en fonction des départs. Un vaste éventail d'aides financières a été mobilisé au niveau individuel, notamment pour la profession de médecin généraliste. Il peut s'agir d'aides au moment de la formation et des bourses d'études, d'aides au moment de l'installation ou pour le maintien de l'activité. Ces aides sont extrêmement variées, des primes, des aides, des exonérations de charges, des majorations d'honoraires, des couvertures sociales gratuites, etc., etc. En fonction de la période, en fonction des mesures, en fonction des zonages, ça peut concerner jusqu'à 15 à 77% des communes qui sont concernées par une ou plusieurs de ces mesures sur la période longue des 15-20 dernières années. Et puis, en parallèle, il y a eu un mouvement conjoint professionnel et des politiques publiques qui ont investi de façon massive, continue, quelle que soit la couleur des gouvernements, sur l'aide à l'investissement et l'aide au fonctionnement de structures collectives qu'on appelle en France aujourd'hui les maisons de santé pluriprofessionnelles et les centres de santé, pour lequel, là, la politique publique a à la fois donné des aides à l'investissement pour créer des structures lorsqu'il y en avait besoin, et des aides au fonctionnement pour donner des suppléments de ressources à ces structures au regard de leur mode d'organisation et de ce que ça produit. Et enfin, il y a eu tout un ensemble de mesures sur la création de nouvelles professions ou de nouveaux niveaux de diplomation qui ont permis de développer des nouveaux métiers ou des nouveaux rôles et fonctions pour des métiers, notamment les infirmiers de pratique avancée, notamment les assistants médicaux, mais il y a d'autres professions, des logiques d'accès direct et des logiques de facilitation, d'extension des rôles et des fonctions. Karine Franc en a parlé, par exemple, pour les sages-femmes. Et puis, plus récemment, il y a eu des modifications importantes relativement aux études médicales, et notamment dans deux directions qui sont convergentes avec ce qui a été conduit dans d'autres pays, à savoir de créer des lieux de formation qui sont délocalisés par rapport aux lieux de formation dans les facultés, et notamment au début de la formation. Donc il y a eu des PASS et des LAS qui ont été, les premières années d'études médicales, des antennes ont été ouvertes pour faciliter l'accès à ces études sur des populations plus proches, et puis des questions d'intensifier le nombre et la durée des stages, et ça, je pense que M. Marc Chanelière reviendra sur ces questions. Les évaluations qu'on a pu conduire en France, le premier point à dire, c'est que finalement, il y a très peu de dispositifs qui ont été l'objet d'évaluations systématiques et dites robustes, c'est-à-dire qui s'appuient sur des données et sur des méthodes qui permettent d'essayer d'estimer l'impact. Donc finalement, il n'y a pas d'approche un peu systématique pour évaluer ces dispositifs. Donc lorsqu'on regarde un peu l'ensemble de ce qui est disponible, sur les incitations financières, il y en a finalement assez peu qui ont pu être regardées. Et donc ça, c'est un point d'interrogation. Et pour celles qu'on a pu regarder sur des travaux en cours, on montre que les incitations financières auprès des médecins généralistes, d'exonération de charges ou d'impôts, n'ont eu absolument aucun impact sur l'attractivité de ces professionnels pour la localisation dans les territoires. Donc ça questionne de façon très forte la mobilisation forte de nos politiques pour aller dans la direction de ces incitations. En parallèle, ce qui a été fait sur les maisons de santé et sur les centres de santé ont pu être regardés sur les maisons de santé, et objectivement, le déploiement de ce type de structures, qui sont aujourd'hui estimées autour de 2500 structures, a permis à la fois d'attirer des professionnels dans des territoires, puisque ces structures sont aux 2/3 localisées dans des territoires dans lesquels il y a des déséquilibres d'offre de demande, et aussi, comme l'a rappelé Karine, à gagner des gains de productivité, c'est-à-dire que la capacité à suivre plus de patients est plus importante dans des structures pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir si vous avez des questions. Mais en gros, les médecins généralistes dans ces structures voient en moyenne à peu près 15% de patients supplémentaires que ceux qui travaillent seuls. Et lorsqu'une maison de santé ouvre dans un territoire, en moyenne, l'effet, c'est un supplément de 11 médecins généralistes pour 100 000 habitants supplémentaires, ce qui est loin d'être négligeable. Les migrations ont eu un impact important, mais le volume des migrations est très modeste, et donc le nombre de territoires concernés est très modeste. Et là, on voit des effets à peu près à plus 4 médecins généralistes à un horizon de 5 à 6 ans pour les territoires qui ont connu ce type d'installation par rapport à ceux qui n'en connaissent pas.
Les mesures coercitives qui ont été conduites auprès des infirmiers, infirmières et des masseurs kinés, avec des limitations à l'installation dans les zones considérées comme surdotées et des incitations financières dans les zones considérées comme sous-dotées, ont produit un mécanisme de convergence des niveaux de dotation assez importants, des travaux qu'on a pu conduire avec des collègues à l'IRDES. Et on a aujourd'hui des résultats tangibles, à la fois pour les infirmiers, infirmières et les masseurs kinés, mais l'ensemble des professionnels qui n'ont pas pu s'installer dans les zones surdotées ne sont pas allés nécessairement en intégralité dans les zones sous-dotées. Il y a eu aussi des installations dans les zones intermédiaires. Pour autant, on observe des convergences de dotation, mais ce sont deux professions pour lesquelles les flux de formation sont extrêmement dynamiques, et ils sont dynamiques sur longue période. Donc ce n'est pas tout à fait la même situation pour les médecins. Et par ailleurs, ce sont des durées de formation qui sont beaucoup plus courtes. Donc la réaction est beaucoup plus rapide. Sur les nouvelles professions et les nouveaux métiers, aujourd'hui, on n'a pas à disposition de travaux tangibles d'évaluation robuste. On a pu conduire des travaux par le passé sur d'autres rôles et fonctions qu'on appelait des infirmiers, infirmières azalées, qui existent toujours. Et sur celles-ci, on avait pu observer effectivement des suppléments de productivité importants, autour de plus 20% de patients pour les médecins qui travaillaient avec des infirmiers, infirmières dénommés azalées. Et puis, il y a tout un champ qui reste à explorer. On va y revenir sur ce qui se passe et les grands changements qui se passent au niveau des études. Et puis, il y a des champs qui ne sont pas encore sur le métier de la recherche et qui questionnent et qui ont beaucoup été travaillés dans d'autres pays. C'est la question de la place des attaches et des origines dans les choix de localisation. C'est-à-dire qu'il semblerait qu'il y ait une détermination socio-géodémographique très importante dans les choix de localisation et que les professionnels qui sont formés ont tendance, pour 2/3 d'entre eux, à aller localiser leur activité proche d'un environnement sur lequel ils auront une expérience personnelle, notamment au niveau du collège et du lycée. Ça, c'est un point sensible parce que, par ailleurs, c'est une profession sur laquelle, même s'il y a eu des modifications importantes, il y a quand même une reproduction sociologique importante qui mérite d'être questionnée puisqu'en vérité, elle va déterminer aussi les choix de localisation. Et enfin, dernier point, c'est un peu injuste de faire porter à la politique sanitaire la seule responsabilité de résoudre ces problèmes de déséquilibre, alors même qu'on a vu que parmi les déterminants, énormément de déterminants sont liés au fait que les territoires sont considérés comme attractifs en termes de localisation pour plein d'autres dimensions que de dimensions sanitaires, notamment évidemment la question des services et autres. Donc la question de l'aménagement du territoire, elle est centrale comme un levier de politique publique pour favoriser des localisations d'activités de catégories professionnelles comme celle des médecins. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Julien. Donc, on vous a abreuvé d'acronymes, de chiffres. Donc, on va essayer de synthétiser un petit peu tout ça dans les échanges qui vont succéder à ces deux premières interventions. Donc, quelques éléments, si on essaie de synthétiser un petit peu en 2 mots. Donc, on a des déterminants de l'installation des médecins qui relèvent assez peu de considérations financières et qui renvoient pas mal à des éléments de qualité de vie en lien avec le lieu de vie, le lieu de formation, le lieu de stage. Donc ça, on a des informations là-dessus. On a des nouveaux modèles d'organisation des soins qui ont été évalués par Julien et Karine dans leurs travaux, notamment avec l'IRDES et d'autres, qui semblent démontrer que ces nouvelles formes d'organisation, comme les maisons de santé pluriprofessionnelles, semblent être efficient, en tout cas apporter un gain pour le patient et pour libérer du temps médical. Donc évidemment, il y a des pistes du côté de la coopération, de la coordination entre les professionnels de santé, voire la délégation de tâches auprès d'infirmières de pratiques avancées, par exemple, ou d'autres. Et autre élément, c'est que la politique de volume qui était liée au numerus clausus au début n'a pas fonctionné. On pensait que naturellement, les médecins allaient s'installer dans les lieux leur permettant d'accéder à un revenu plus important dans ces fameux déserts médicaux. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Donc ce n'est pas simplement une question de volume. Et l'apport qu'on va avoir en médecins prochainement ne va sans doute pas suffire à équilibrer le nombre de médecins, en tout cas l'équité du nombre de médecins sur le territoire.
Je laisse la parole. Oui, je vous donne le numéro de téléphone que vous trouvez. Ah ben vous l'avez. Ben voilà, j'ai pas besoin. Parfait, merci. Donc n'hésitez pas, j'essaierai de faire un tri. Je laisse la parole à Marc Chanelière pour nous parler un petit peu sans doute du volet formation, entre autres, mais aussi d'une approche plus globale de ces questions. Merci. Merci beaucoup Thomas. Merci aussi à Karine Franck et à Julien Mousquet qui ont vraiment bien préparé mon terrain d'intervention. Donc avant de commencer, je suis président de ma CPTS. Désolé, on va continuer dans les acronymes. Communauté professionnelle territoriale de santé. Et je suis également membre du bureau du Collège national des généralistes enseignants. Pour autant, les propos que j'aurai aujourd'hui n'engagent que moi. Peut-être aussi préciser que quand on parle de déserts médicaux, souvent, on a l'impression d'un espace, et l'espace, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'évoque plutôt quelque chose de très vide, sans limite. En réalité, il y a sans doute deux typologies de déserts médicaux. Vous avez des déserts médicaux qui sont extrêmement habités sur un territoire très réduit, avec une population jeune. Ça, c'est des déserts médicaux urbains, et l'Île-de-France connaît le plus grand désert médical avec la Seine-Saint-Denis. Et puis, vous avez, à contrario, des déserts médicaux très vastes, peu densément peuplés, avec une population plutôt âgée, et là, c'est plutôt la ruralité. Je pourrais vous parler de l'Ardèche, de l'Ain, etc. Mais vous voyez qu'un désert médical, c'est quelque chose d'extrêmement hétérogène et que intuitivement, à hétérogénéité, solution unique, ça paraît un petit peu délicat. Je n'ai pas de diaporama, ce qui est quand même assez exceptionnel pour un universitaire, mais plus sérieusement, aujourd'hui, je voulais partager avec vous trois points d'intervention autour finalement de trois axes. D'abord, un axe en lien avec la formation, puisque c'est un mot qui a été très récurrent dans le discours de mes deux collègues précédemment. Ensuite, parler avec vous du territoire, ça aussi c'est un mot-clé, comme le terme de co-construction que vous entendez beaucoup. Et puis on finira peut-être sur une évaluation, sur une valeur commune que je partage en tant que médecin avec toutes les autres disciplines, qui est une notion de bénéfice et de risque un petit peu. Alors, déjà, on dit souvent que l'université, elle est très éloignée de la réalité des territoires. Moi, je m'inscris profondément à l'encontre de ça. Certes, les étudiants, ils sont formés à l'université, on certifie les futurs médecins, et on le fait pourquoi ? Pour satisfaire aux besoins, aux attentes de la population. Ça fait des années. Mais ça fait aussi des années que les étudiants ne sont plus uniquement dans des centres de soins tertiaires ultra spécialisés type CHU. En médecine générale, ils vont faire des stages en cabinet de médecine générale. Je pense qu'ici, il y a des gens qui ont été en face d'étudiants, avec parfois une appréhension. Mais rassurez-vous, c'est des étudiants qui sont formés, qui sont encadrés, qui sont supervisés. Ils vont aussi dans des centres hospitaliers régionaux. Ils investissent cette dimension de territoire de plus en plus récurrentement, j'allais dire. Et puis, ça a été dit par Julien Mousquet, s'il y a des initiatives, on va déporter des annexes de formation dans les territoires. À Lyon, ça a été dit. On en a une qui est dans l'Ain, à Bourg-en-Bresse. On en a une autre qui est en cours de construction à Aubenas, dans l'Ardèche. Ça, c'est une façon de territorialiser la formation. Et intuitivement, vous voyez que ça va prendre du temps, mais c'est sans doute quelque chose qui va inscrire toutes les dimensions, justement, de lieu de vie, de qualité de vie, de conjoints, etc., etc. Je continuerai en vous disant que finalement, on a l'impression qu'il n'y a plus de levier, que la coercition, ça serait le seul levier. Eh bien, la formation est sans doute un levier qu'on a sous-utilisé. Alors, j'ai aussi un rôle académique, je l'assume pleinement aujourd'hui, mais vous dire qu'en médecine générale, on a 13 000 maîtres de stage en France. Et une enquête qui avait été conduite par des collègues, aussi en lien avec l'IRDES, avait montré que ces 13 000 maîtres de stage formés, à 90%, ils sont dans les zones d'intervention prioritaire, ils sont dans les AC, ils sont dans les QPV. Donc on a déjà des médecins généralistes qui assurent cette fonction formative. Et il y a aussi des publications, je ne vous ai pas abreuvé de références, qui montrent que quand vous avez été en stage avec un terrain de stage dans les territoires avec un MSU, vous êtes plus sujet à vous installer dans ce territoire-là dès lors que vous avez pu être formé, rassuré, sécurisé. Je continuerai mon deuxième point en vous disant que bien sûr, cet abord formatif, il va être territorial. Il va être territorial et il faut l'envisager de manière globale. Alors pourquoi ? Parce que les soins primaires, Karine Franck l'a dit, se sont réorganisés. On entend parler du virage ambulatoire. Je crois que je commençais mes études dans les années 90, qu'on parlait déjà de ce fameux virage ambulatoire. Parfois un virage malmené, une épingle ambulatoire. C'est quelque chose qui est singulier. Quand on va discuter, par exemple, avec nos collègues québécois, ils nous disent que finalement, la France, elle s'illustre par un mouvement qui va investir davantage le territoire et redonner une sorte d'autonomie plus ou moins encadrée, avec notamment les CPTS, quand dans d'autres pays, ils vont au contraire avoir tendance à vouloir reconcentrer, uniformiser un peu les choses. Donc le virage ambulatoire, moi j'y vois une forme de confiance vers les territoires et les équipes.
Pourquoi ? Parce que souvent, je dis aux gens que l'espace, le territoire, c'est une notion très géographique. Mais moi, j'y substitue souvent la notion d'humain, parce que ces déserts médicaux, intuitivement, il y a des humains dedans. Et les humains, ils ne vivent pas seuls, ils sont en équipe. Donc quand vous pensez territoire, j'allais dire tout de suite raisonner en termes d'équipe pluriprofessionnelle. Et voilà où je vais en venir. Ça veut dire qu'on doit s'appuyer sur ces équipes qui sont déjà en place dans les territoires. Il y a quand même des professionnels qui sont encore dans les territoires. Il ne faudrait pas avoir une vision un petit peu binaire en disant il y a des territoires où il y aura une opulence de soignants. Peut-être qu'on a quelques quartiers, ça et là, en France, où effectivement, c'est les médecins qui viennent toquer à la porte, il faut vous chercher. J'en doute quand même. Je pense qu'on est plutôt dans une époque où on va changer notre paradigme un petit peu, notamment en termes d'échanges. Pourquoi ? Parce qu'il y a des initiatives. J'aimerais vous parler ici, par exemple, je pense à Vanessa Potasek de l'association qui fédère les CPTS du Rhône, ça s'appelle les incubateurs de santé solidaire. L'idée, c'est vous allez créer un tiers-lieu de soins et vous allez avoir des soignants, des médecins qui vont aller donner un peu du temps, même si c'est qu'une demi-journée, ils vont aller donner un peu de temps. Et parallèlement, on va avoir des dispositifs qui vont assouplir le remplacement pour qu'éventuellement vous ayez un remplaçant qui aille dans son cabinet primaire ou vous voyez qu'il n'y ait pas de concurrence. Et ce système-là, c'est vraiment un peu la chrysalide parce qu'un incubateur, ça va évoluer vers une maison de santé. Et vous voyez qu'à partir d'une équipe, vous allez pouvoir déporter une forme de repeuplement professionnel d'un territoire. Et ça, c'est des dispositifs qui fonctionnent bien parce que finalement, un médecin isolé, dans le contexte actuel, le médecin traitant tout seul dans son bureau, ça n'a plus de sens. Je suis désolé de le dire, mais il ne faut plus concevoir l'exercice individuel comme quelque chose qui serait pérenne et judicieux. Maintenant, on fonctionnera en équipe. Deuxièmement, je vous soumets une image, c'est que ça n'a aucun sens de n'envisager l'accès aux soins que par une forme de 7 jours sur 7, 24-24, et d'aller vers du centre de soins non programmés isolément. Pourquoi ? C'est un peu comme si vous vouliez faire un marathon, mais que vous misiez globalement beaucoup sur le resucrage rapide. Ça va même être dangereux. Quand vous voulez faire un marathon, et le marathon c'est la médecine générale, vous allez vous inscrire dans une temporalité assez longue, vous allez avoir un suivi, vous allez avoir une évaluation. Et si ça se passe bien, vous aurez peu de resucrage rapide. Et idéalement, ça sera fait par l'équipe qui vous coach et qui vous supervise. Voilà un peu ma vision de la médecine générale. Alors, j'ai tendance à être bavard, donc je vais avancer mon déroulé. Je vois que le modérateur ne m'a pas encore relancé. J'arrive maintenant à quelque chose qu'on partage, je pense, entre soignants, patients, économistes, entre tous. C'est, moi, ce que j'ai appris précocement, d'abord ne pas nuire. C'est un peu le rapport bénéfice sur risque. Parce que je partage le constat que les incitations, actuellement, on a mis beaucoup d'argent sur des contrats. Finalement, on a l'impression que ça ne marche pas très bien. En tout cas, tout seul, ça n'a pas bien fonctionné. Alors certes, on pourrait se dire régulons. Régulons, mais qu'est-ce qu'on régule ? Comment on régule ? Et puis, on est dans une société où on contractualise de plus en plus. À titre personnel, je ne suis pas sûr que dans nos sociétés si contractualisées, ça marche de mieux en mieux. Alors, je vous soumets juste trois perceptions. D'abord, c'est quand même difficile de réguler en contexte de pénurie. Pénurie de médecins, oui, mais aussi pénurie des autres disciplines. C'est quelque chose qui n'est pas propre qu'aux médecins. Et il faut sortir du principe de stricte égalité de densité pour aller à fond, je pense, sur une dimension d'universalisme proportionné. Il y a des territoires qui ont des besoins de santé accrus. Et comme par hasard, ces territoires, c'est des territoires où il y aura des inégalités beaucoup plus fortes, y compris dans d'autres paramètres économiques. Donc la densité seulement, non. Et puis il y a des logiques de choix. Je vous donne un exemple. Par exemple, à Lyon, quand on va flécher nos étudiants en stage en pédiatrie, intuitivement, l'hiver, on les flèche davantage vers des centres urbains où on sait qu'il y aura une demande accrue d'hospitalisation. Par contre, l'été, on va les reflécher dans la vallée du Rhône parce que peut-être certains d'entre vous et certaines vont en vacances dans le sud de la France et que la pression de santé va accroître avec le tourisme. Donc il faut des régulations suffisamment souples mais aussi dynamiques parce que finalement, moi dans mon territoire, en moins d'un an, j'ai 7 médecins généralistes qui vont partir pour des motifs variés, des plaquages, décès, arrêt d'activité, certains chanceux même à la retraite, et ils ont bien le droit de la prendre. Mais 7 médecins généralistes, c'est 15% de l'effectif de médecins généralistes qui du jour au lendemain va sauter. Ça veut dire que quand j'étais en ZAC, je peux très rapidement me retrouver dans un territoire sous-doté. Et je crains qu'avec l'inertie de régulation, on arrive à accroître encore plus certains déficits dans certains territoires. Deuxièmement, est-ce qu'on régule le nombre ou est-ce qu'on régule les modalités d'exercice ? Alors là, c'est un débat. Je vous dirais que
ça a été dit, et je ne peux pas soupçonner mes collègues d'amener une forme de vénalité dans leurs propos. Pour autant, je vous soumets une idée. Qu'est-ce qui est plus simple? Allez vous mettre dans une structure de soins qui assure un volume continu de consultations de gens plutôt jeunes, urbains, qui vont venir pour une plainte infectieuse aiguë, ou allez vous installer dans un territoire avec des gens âgés, isolés, polypathologiques, avec souvent d'autres contraintes médico-sociales, et tout ça pour un prix qui est sensiblement identique. Sensiblement identique. Eh bien, je pense que l'humain, même s'il est particulièrement impliqué, les soignants sont impliqués, il y a une certaine facilité. Et que ça a été dit, mais le volume d'actes, certes, la productivité a augmenté. Je crains que parfois la productivité ait été faite sur des choses qui soient des motifs beaucoup plus simples que la complexité. Or, le médecin généraliste et le médecin, c'est la spécialité de la complexité et de la globalité. Et puis enfin, je continuerai en disant sur cet aspect-là qu'il n'y a pas d'opposition dans mon propos. Par contre, il y a un rééquilibrage à avoir avec ce qu'on a appelé peut-être des fausses bonnes idées. Et la promesse, moi je l'ai eu dans mon territoire, d'avoir un accès aux soins continu 24/24, 7 jours sur 7. Je comprends qu'elle ait pu avoir un impact sur les élus et quelque chose d'assez satisfaisant en disant il y aura toujours une porte d'entrée. Pour autant, ce que je peux vous témoigner, c'est que ça siphonne nos capacités de formation et qu'on a beaucoup de jeunes collègues qui vont se former là-bas. Je finis en disant enfin qu'une contrainte pourrait avoir un effet repoussoir sur l'installation et les choix, comme ça a déjà été le cas, et qu'il faudrait faire très attention à ne pas déséquilibrer, comme l'a dit Karine Franck, le volume de formation des soins primaires. Pour conclure, je vous soumets quelques idées. D'abord, attention à ne pas tomber, basculer, parce qu'on serait contraint et un peu apeuré dans une gestion trop comptable qui serait basée uniquement sur la densité. J'en appelle peut-être à une réallocation des ressources. Est-ce qu'il est licite d'aller proposer des bilans de prévention à des gens qui ont déjà un suivi par un médecin traitant ? Je pose la question. Est-ce qu'il serait judicieux de déporter ces structures préventives vers des gens éloignés qui ont été malheureusement peu suivis? Ça, c'est quelque chose qui pourrait être pertinent. Ensuite, vous avez compris qu'il faut évoluer de la notion de médecin traitant vers la notion d'équipe traitante. Mais ça, c'est quelque chose qui est quand même un exercice. Ça veut dire que vous allez accepter peut-être de transférer la relation de confiance que vous avez avec votre médecin traitant vers celle d'une équipe traitante. Et là, il y a des travaux en cours au niveau européen qui sont intéressants, qui montrent que ça marche. J'ai confiance dans un médecin traitant, j'ai confiance dans mon équipe traitante. Et puis, ça mobilise aussi les usagers. C'est le mot que je voulais vous prononcer. On ne va pas être dans une régulation qui peut marcher que sur les effecteurs, les soignants. Ça doit aussi passer par les usagers. Une fois, j'écoutais à la télé quelqu'un qui disait « c'est malheureux, hein, aller à minuit aux urgences pour une rhinopharyngite ». Et la question, c'était « est-ce que c'est normal d'aller aux urgences pour ça ?» La question, c'est « est-ce qu'il est licite qu'un système de santé prenne en charge un motif vraisemblablement bénin et mobilise des ressources pour quelque chose qui peut-être pourrait être adressé différemment ?» En tout cas, la vision, elle est fondée sur les équipes de mon point de vue, sur une meilleure connaissance du territoire, sur des organisations innovantes. Moi, je pense que, pour finir là-dessus, ce qui a été dit aussi, et il faut arrêter de réguler uniquement les soins primaires, il faut avoir une vision territorialisée, il faut arrêter ce clivage entre les soins primaires et les soins secondaires. Si on régule les soins primaires, il faut aussi avoir en tête qu'il y a une régulation à avoir avec le centre hospitalier régional, par exemple, ou local. Et enfin, vous dire que globalement, si on actionne le levier de la formation, Julien Mousquès et Karine Franck l'ont dit aussi, ça veut dire que si vous formez des étudiants précocement dans un territoire, vous les sécurisez à l'intérieur des équipes, vous leur fournissez un support territorial en termes de loisirs, de travail pour les conjoints, de scolarité adéquate, j'ai la conviction profonde que vous aurez des professionnels plus heureux et à même de s'installer, dès lors bien sûr que, j'allais dire, il y a aussi... Ça a été dit, des conditions de rémunération qui sont attractives, certes, mais ça va bien au-delà de ça. Et puis déconstruire aussi l'idée qu'il y aurait la seule féminisation qui expliquerait que d'un coup, les médecins travaillent moins. Ça a été très bien dit. Je ne suis pas une femme, j'ai une activité partielle, certes universitaire, mais ce que je peux vous témoigner, c'est que les hommes aussi, ils ont les mêmes aspirations à quelque chose qui leur amène un peu de sérénité et de sécurité. J'en ai fini avec mon intervention et puis je vous remercie beaucoup pour vos questions et vos écoutes. Merci beaucoup Marc de votre invitation à
à réfléchir à une politique d'aménagement du territoire finalement, à s'appuyer évidemment sur les initiatives locales. On voit bien la tension évidemment entre la contractualisation, une régulation qui pourrait apparaître comme étant jacobine, ignorant un petit peu les initiatives locales. On s'attendait à ce type de réaction de votre part et c'est important d'en tenir compte. Peut-être un élément, finalement, vous opposiez un peu égalitarisme et équité d'accès aux soins. Mes collègues ont bien dit que on a des indicateurs maintenant très fins qui prennent en compte les besoins de la population et que ce n'est pas simplement des réflexions menées sur des questions de densité. On va maintenant laisser la parole à notre ancien ministre député de la Mayenne, Guillaume Garot. Et je vais volontairement vous adresser une question taquine par rapport à une mesure phare de votre proposition de loi. Alors, est-ce que assécher les oasis va automatiquement irriguer les déserts ? Elle est compliquée, votre question, en tout cas, pour moi, à 9h30 du matin. En tout cas, merci beaucoup de votre invitation. Moi, je suis ravi de pouvoir converser et débattre avec celles et ceux qui sont à cette tribune et avec vous dans la salle. Pour me présenter rapidement, je suis un élu d'un département rural de l'ouest de la France qui s'appelle la Mayenne. Et j'ai été maire de Laval pour mieux situer peut-être pour ceux qui ne connaissent pas notre département. Et je me suis engagé depuis des années maintenant contre les déserts médicaux, considérant qu'il y avait une urgence à traiter. Et une urgence qui était politique au beau sens du terme, puisqu'il s'agit de la cité. Et il s'agit de l'idée qu'on se fait dans notre pays, la France, de l'accès de tous, de l'égal accès de tous aux soins et à la santé. Et moi, je considère, c'est le fondement de mon engagement contre les déserts médicaux, que notre santé ne peut pas dépendre de notre code postal. Et que qui qu'on soit, où qu'on habite, on doit avoir ce même accès aux soins. Alors ça, c'est une conviction très forte qui est aujourd'hui mise à mal parce que, et vous l'avez très bien dit les uns les autres, la situation ne cesse de s'aggraver, finalement. Il y a des millions de gens qui vivent dans ce qu'on appelle un désert médical. Il y a 9 millions de gens qui vivent dans un désert médical. Il y a 6 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant. Alors, c'est quoi un désert médical ? Thomas Varnet le disait très bien. On n'a pas de médecin traitant, mais on galère aussi pour avoir un rendez-vous chez un spécialiste. Et tout ça est très documenté. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde les densités de présence médicale par habitant, il y a 3 fois plus de généralistes dans les Hautes-Alpes qu'il n'y en a dans l'Eure-et-Loire. Donc c'est très comparable, c'est une densité. Mais c'est plus grave encore lorsqu'on regarde les spécialistes. Ce sont des chiffres qui sont issus de la DRES, donc du ministère de la Santé. Il y a 17 fois plus d'ophtalmos par habitant à Paris qu'il n'y en a dans la Creuse. Et il y a 21 fois plus de dermatos à Paris qu'il n'y en a dans la Meuse. Donc les inégalités, elles sont là. Alors on pourrait me dire, mais on a fait plein de choses depuis des années. Oui, on a fait plein de choses. Et quels que soient les gouvernements, droite ou gauche, tout le monde s'y est mis, mais tout le monde s'est mis dans la même direction. Et la même direction, c'est quoi ? C'est le carnet de chèques. On fait des incitations financières. Alors on a déployé des moyens considérables. Ce sont des dizaines, des centaines de millions d'euros qui ont été mis sur la table pour inciter tel ou tel généraliste, tel ou tel spécialiste à s'installer dans les territoires qui manquent de médecins. Mais ça n'a pas marché parce que, et les chiffres sont très récents, c'est l'assurance maladie qui le dit, l'an passé, il y a eu un peu plus, et on va s'en réjouir, d'installations de médecins généralistes en France.
Ah ben super, plus 1,7%. Mais, derrière cette réjouissance, il y a malheureusement quelques regrets à avoir parce qu'il y en a eu beaucoup moins, ça a baissé, d'installations dans les territoires sous-dotés. Moins, non c'est l'inverse, c'est plus 3%, pardonnez-moi, plus 3% d'installations de médecins généralistes partout en France, mais moins 1,7% dans les territoires sous-dotés. Et si on prend du recul sur les 15 dernières années, il y a toujours plus d'installations dans les territoires ou les départements qui étaient déjà les mieux dotés il y a 15 ans, et toujours moins dans les territoires qui étaient déjà les moins bien dotés. Si je caricature, et vous me direz, c'est faux, c'est de la caricature, mais je vais le dire quand même. Il y a toujours plus de médecins à s'installer là où il fait beau, là où il y a la mer, dans les cœurs d'agglomération aussi, et toujours moins en Mayenne, chez moi, dans la Meuse, dans la Creuse, dans la Nièvre, tous ces départements ruraux que j'évoquais. Et c'est la même chose en Seine-Saint-Denis, et c'est la même chose dans plusieurs départements d'Île-de-France. Et ça, c'est une question, je vous disais, politique. Et pas partisane, j'ai dit politique. Pourquoi ? Parce que ça touche à l'idée qu'on se fait, je le disais aussi, de la République. Alors à l'Assemblée, moi, j'ai pris mon bâton de pèlerin et j'ai essayé de rassembler des députés venant de tous ces départements frappés par la désertification médicale, mais surtout de convictions politiques au départ très différentes. J'ai fait un groupe de travail transpartisan avec des députés de gauche, de droite et du centre. Ça veut dire que dans ce groupe transpartisan que nous avons constitué à l'Assemblée nationale, il y a des députés LR, M. Retailleau, et il y a des députés LFI, en passant par des écolos, des socialistes, j'en suis un, nul n'est parfait, des députés Renaissance, Modem, Horizon. On a toutes les couleurs de l'arc républicain de l'Assemblée nationale. Et on s'est dit, c'est plus possible, il faut qu'on agisse. Et il faut qu'on agisse maintenant. Parce que quand vous n'avez plus de médecins, c'est délétère. Vous vous sentez complètement abandonné. Et c'est ça qui se passe dans nos territoires. On se dit, mais on n'appartient pas au même pays. On pourrait accepter cette médecine à deux vitesses. Ben non, ce n'est pas l'idée qu'on se fait de la France, ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut agir? Comment on peut répondre à cette urgence? Vous savez, il n'y a pas de solution miracle. En tout cas, c'est ma conviction. Et il n'y a pas, sans doute, une seule solution. Ça, c'est bien compris, c'est bien évident. Mais la conviction que j'ai aussi, c'est qu'il ne faut s'interdire aucune solution contre la désertification médicale. Et les solutions, elles ont été présentées finalement ce matin. On nous dit, les jeunes générations de médecins veulent plus s'installer tout seuls dans leur coin. Alors on est tous d'accord là-dessus. Donc il faut favoriser le travail en équipe. Alors il faut favoriser le travail en réseau. Il faut favoriser aussi le lien entre la médecine de ville et l'hôpital. Très bien, il faut aller là-dedans. Allons-y. Et puis, sans oublier que la médecine elle ne se pratique pas uniquement sous le mode libéral, mais aussi, et de plus en plus sans doute, sur le mode salarié. Et moi, je suis frappé de voir comment les nouveaux arrivants, les jeunes générations, dont vous êtes les représentants, et bientôt vous serez peut-être parmi vous certains dans des professions de santé, certains médecins peut-être aussi, eh bien, comment ces jeunes générations nous disent oui, nous, on ne veut pas de charge administrative, c'est trop lourd, donc on préfère être salarié. Eh bien, très bien, on va encourager ça. Ça, c'est le premier point, allons-y. Deuxième point, on nous a dit, et c'est complètement vrai, il faut qu'on forme davantage de médecins et de soignants. Alors on a, et je l'ai voté, même si ce n'était pas ma majorité, je l'ai voté, on a supprimé ce qu'on appelle le numerus clausus, c'est-à-dire un nombre limité d'étudiants en médecine chaque année. Ça, on l'a ouvert.
Mais ça, c'est sur le papier. Est-ce qu'on forme beaucoup plus de médecins? Ça reste à voir. Parce qu'on ne s'est pas forcément donné plus de mètres carrés dans les facs, ni plus d'enseignants. Donc on a un peu serré, on a poussé un petit peu les murs, mais au final, c'est 10-15% d'étudiants en médecine en plus. En tout cas, il faut former plus de médecins, faisons-le très bien. On est maintenant à peu près à 12 000 étudiants en médecine chaque année. Très bien, je parle sous votre contrôle, bien évidemment. Et puis, il y a une question très, très juste qui a été posée. C'est qu'on s'aperçoit dans les déterminants du choix de localisation. Où est-ce que je vais aller exercer? Comme salarié ou comme profession libérale, où est-ce que je vais l'exercer? Et on s'est aperçu que nos jeunes médecins allaient plutôt s'installer près de là où ils avaient grandi, près de là où ils avaient étudié. Alors, dans notre groupe transpartisan, on s'est dit, peut-être ça doit nous amener à repenser les lieux de formation. Et aujourd'hui, on se forme dans les facs qui sont adossés à un CHU, donc dans les grandes agglos de façon générale. Mais si demain, on peut proposer des formations dans chaque département de France, en lien bien sûr avec la faculté, mais faisons en sorte que déjà la première année de médecine puisse être dispensée dans chaque département de France, pour que demain, un jeune puisse se dire « je ne m'interdis pas de devenir médecin, je ne m'auto-censure pas ». Qu'est-ce qui se passe? Moi, je vous disais, je suis un élu de la Mayenne. Chez moi, en Mayenne, c'est un département rural, pas très riche. Et souvent, les fils d'ouvriers ou les fils d'agriculteurs se disent c'est pas pour moi, c'est des études trop longues parce que ma famille ne pourra pas me suivre financièrement. Donc, je m'interdis de choisir ça. Mais si demain, on dit à ce jeune, tu pourras peut-être faire ta première année de médecine à Laval. Et puis ensuite, on t'accompagnera si tu arrives à passer cette première année, pour la deuxième année, et tu auras une bourse pour t'accompagner tout au long de ta scolarité. En contrepartie de laquelle, au terme de tes études, une fois que tu seras diplômé, tu iras t'installer ou exercer là où on a besoin de toi. Je trouve que c'est une bonne formule, ça. Et aujourd'hui, ce système de bourse, il existe dès la 4e année. Nous, on s'est battu pour que ce soit mis en œuvre dès la 2e année, pour que la jointure entre la première et la 2e se fasse sans trop de difficultés. Et donc, pour permettre à toute une génération de dire « oui, je peux devenir médecin ». Et faire en sorte que ces générations, elles soient issues de tous les départements de France, et pas simplement des territoires les plus urbains, et pas simplement issues des milieux les plus favorisés ou venant de familles soignantes. Parce qu'aujourd'hui, il y a de la reproduction sociale. Et donc, il faut, si on veut briser ça, si on veut donner à chacun la possibilité, la chance de devenir médecin, il faut qu'on s'en donne les moyens. Et qu'un fils d'ouvrier puisse devenir médecin. Voilà, je pense que ça, c'est la République. Et puis, il y a une troisième chose qui a été dite ce matin, après l'exercice coordonné, après l'origine sociale et géographique des médecins, des jeunes étudiants, c'est en effet la répartition de nos forces médicales. On s'aperçoit, ça a été très bien dit aussi, que plus ça va, moins ça va dans la répartition. Nous disons, dans notre loi transpartisane, qu'il faut mettre en œuvre la régulation de l'installation pour nos médecins. Cette régulation, vous savez, elle existe pour toutes les autres professions de santé, quasiment. Les pharmaciens ne s'installent pas exactement là où ils veulent. Les pharmaciens, ils s'installent en fonction d'un bassin de population. Et s'il n'y a pas ce nombre minimum d'habitants, ils ne peuvent pas s'installer. Ils ne peuvent pas ouvrir leur officine. Bon, nous, on ne propose pas ça pour nos médecins. Et encore, on aurait pu l'imaginer. Mais on aurait dit, oh là là, c'est des bolcheviks, c'est horrible. C'est la Corée du Nord, voilà ce qu'on m'a déjà envoyé. Bon, on n'a pas retenu cette solution, on a retenu une solution
un petit peu plus douce, qui est la suivante. On dit à nos médecins, n'allez pas vous installer là où il y a déjà suffisamment de vos collègues. Toutes ces zones qui sont aujourd'hui correctement, voire largement dotées. Mais allez le faire où vous voudrez ailleurs, là où il y a des besoins, là où vos patients vous attendent. C'est ça la régulation de l'installation. Alors ce n'est pas une régulation ad vitam aeternam. Pour nous, il faut un dispositif qui soit dynamique, qui soit révisable chaque année. Vous ne pourrez pas, en 2026, vous installer à Biarritz, mais peut-être en 2027, le pourrez-vous, parce qu'il y a un professionnel qui partira en retraite, ça libérera une place, vous pourrez y aller. Vous voyez, on est quand même des gens raisonnables. Mais l'idée de la régulation, c'est l'idée de maîtriser les installations pour qu'on réponde aux besoins de santé. Et c'est normal que la nation se pose la question comme ça. Et c'est normal que les députés, les parlementaires que nous sommes, se posent la question comme ça, parce que, je le dis de façon parfois un peu, comment dire, là aussi caricaturale, mais je rappelle que les études de médecine, elles sont des études publiques, gratuites. C'est la nation qui finance. Je rappelle que les revenus de nos médecins sont garantis par la sécurité sociale. Et la Sécu, c'est nous. C'est nos cotisations sociales. Donc, ce n'est pas anormal que le législateur se dise peut-être on peut refonder les bases du contrat entre la nation et nos médecins pour faire en sorte que chacun en France puisse avoir accès à un médecin près de chez lui, qu'il soit généraliste ou spécialiste, évidemment, pas dans les 5 km, mais près de chez lui, ça veut dire accessible. Bon. Eh bien, la régulation, c'est ça qu'on propose, et elle existe, je le disais, pour les pharmaciens, mais elle existe pour les infirmiers, elle existe pour les kinés, elle existe pour les sages-femmes, avec des résultats, vous l'avez montré, hein, qui sont là, qui ne sont pas contestables. Donc, voilà ce que nous proposons pour nos médecins. Alors, on me dit, et ça a été dit ce matin, il faut faire attention avec les régulations quand même, hein, où ça fait mal. Et puis, on me dit, c'est illusoire, ou en tout cas, ce n'est pas logique de vouloir réguler une pénurie de médecins. Ah bon? Mais c'est précisément lorsqu'il y a un manque de médecins qu'on doit veiller à affecter le mieux possible nos ressources médicales, nos ressources humaines médicales. Parce que sinon, si on ne fait pas ça, si on considère que c'est juste la loi du marché qui doit organiser les choses, ben vous aurez ce que vous avez, et en pire encore. C'est-à-dire que des territoires bien dotés, tant mieux pour les habitants de ces territoires, mais surtout, partout ailleurs, ou en tout cas dans très nombreux autres territoires aujourd'hui sous-dotés, demain, qui seraient carrément sans médecins. Est-ce que c'est acceptable, ça? Bien sûr que non. Donc, plus c'est dur, j'allais dire, mieux il faut réguler. Alors, dans un processus de concertation, de dialogue, ça va de soi. Mais je pense qu'il faut poser l'idée, poser le cadre. C'est ce que nous avons fait avec cette loi transpartisane. Vous le disiez, Thomas Barnet, elle a été votée à l'Assemblée nationale. Elle sera soumise au Sénat, nous l'espérons, le plus vite possible, à brève échéance. Mais je pense que on a besoin aujourd'hui, et je terminerai par là, j'étais trop long, pardonnez-moi, on a besoin de dire aux Français qui sont en pleine détresse lorsqu'on ne trouve pas de médecin pour soi, pour ses enfants, pour ses parents, qu'il y a des solutions et qu'on ne va pas baisser les bras et qu'on ne peut pas s'en remettre à la fatalité. Ben non, comprenez-vous, c'est dommage pour vous, vous habitez le mauvais endroit, la mauvaise commune, le mauvais département, la mauvaise région. On ne peut pas dire ça aux Français. Donc, il faut montrer que la politique, ça sert à quelque chose. Et il faut montrer qu'il y a des solutions qui existent. Il y a des solutions en France, à la lumière de ce qui se fait pour d'autres professions de santé. Il y a des solutions qui peuvent être inspirées de ce qui se fait aussi à l'étranger. C'est un éclairage très, très intéressant. Mais en tout cas,
notre responsabilité à nos politiques, c'est de répondre à l'urgence. Pour que chacun reprenne espoir dans notre pays, l'espoir d'être correctement soigné, de pouvoir avoir une vie digne, de pouvoir vieillir sereinement, parce qu'on sait qu'on aura les professionnels de santé, et espoir aussi dans la démocratie, finalement. La politique, elle est là pour améliorer, enfin moi je fais de la politique pour améliorer la vie des gens, et puis conformément à des valeurs qui sont celles de la République. Ben voilà, si on croit en la République, on croit aussi en la promesse d'égalité de tous devant la santé, dans l'accès aux soins. Ben finalement, c'est ça qu'on défend. Voilà, en tout cas, très heureux d'en débattre avec vous ce matin. Je vous remercie. Merci beaucoup de votre propos engagé. Je vais laisser la parole au panel pour librement réagir et puis vous livrer quelques questions qui sont arrivées finalement sur la tablette. Peut-être en choisir deux. Il y a une question autour des conséquences des déserts médicaux en termes de morbidité et de mortalité. Et puis, il y a une question qu'on n'a pas traitée, c'est la question des téléconsultations, de l'IA comme vecteur évidemment de bouleversement de l'exercice de la médecine générale et également comme un potentiel recours partiel, très partiel, aux inégalités d'accès aux soins sur le territoire. Mais je vous laisse librement réagir de manière plus générale, mais en ayant en tête aussi notamment ces deux questions. Il y en avait une peut-être plus pour remarque également sur le bilan sur les CPTS, qui semblait communauté territoriale de santé. Donc je vous laisse librement la parole, prendre la parole. Dites-moi, qui veut commencer? Julien? Merci beaucoup. Alors, d'abord répondre pour les éléments d'information qu'on a relativement aux questions qui sont posées, en tout cas celles pour lesquelles j'ai des informations. Effectivement, la question du lien entre le niveau de dotation et l'état de santé des populations résidentes, notamment en soins primaires, a été travaillée dans un certain nombre de travaux, pas autant que ça, finalement, à la fois à l'international et en France. Les résultats sont relativement clairs sur le fait qu'effectivement, sur longue période, il y a un lien entre les niveaux de dotation et l'état de santé des populations, mortalité et autres. Après, il y a une structuration des populations en fonction de leur état de santé sur le territoire qui est très inégale, et aussi sur leur comportement de recours aux soins. Donc, et ça, les pays ne sont pas les mêmes dans la façon dont le territoire se structure. Relativement aux conséquences de tous les outils relativement à la e-santé et de ce qu'on peut anticiper, de ce que produit déjà l'IA ou de ce qu'elle produirait demain. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information ? À l'évidence, en France, le recours à un certain nombre de ces technologies est relativement modeste encore aujourd'hui. Il y a des pays qui utilisent beaucoup plus que nous des consultations à distance notamment, ou beaucoup plus que nous des outils d'aide au diagnostic par exemple. Il y a même plein de questions qui se posent en termes de régulation, puisqu'il y a des pays qui sont confrontés au fait qu'il va y avoir des offres qui viennent d'autres pays et qui vont proposer des services de consultation à distance, mais pas natives, si je puis dire. Donc bon, il y a plein d'enjeux relativement à ça. Il y a eu effectivement la période Covid qui a constitué un moment de recours important, notamment à la téléconsultation. Il y a eu un repli depuis, ça se maintient à un niveau supérieur que précédemment, mais ça ne prend pas une place majeure aujourd'hui dans l'activité des professionnels. Ça ne veut pas dire que demain, on ne pourra pas l'utiliser plus et que ça ne pourra pas avoir des conséquences. Sur la télésurveillance, qui est une autre façon de mobiliser les technologies, les résultats sont relativement modestes. Nous, on a un travail à l'IRDES sur deux pathologies, l'insuffisance cardiaque et le diabète.
Et sur l'insuffisance cardiaque, par contre, les résultats sont assez tangibles pour ceux qui ont pu en bénéficier. Les conséquences en termes d'amélioration de la qualité du suivi sont relativement importantes. Donc voilà, aujourd'hui, il y a des résultats contrastés, il y a des expériences en la matière, et évidemment, le champ de développement est très important. Et je voulais réagir juste sur ce qui a été dit relativement il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais il y a un point peut-être qu'il faut rajouter et qui est vraiment une particularité de ce secteur d'activité. Et je crois que Karine en a parlé, mais je pense que c'est important de le rappeler. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir des localisations d'activité, y compris dans des zones plus concurrentielles que les autres? C'est parce qu'on est aujourd'hui dans ce contexte de rémunération et d'activité qui tient une place principale en France, on est en capacité de générer le revenu qu'on peut attendre par des mécanismes un peu compliqués, mais par rapport à d'autres marchés en santé, il y a une capacité de l'offre de soins à influencer la demande. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais ça a une conséquence majeure. Ça veut dire que ce mécanisme attendu de convergence entre l'offre et la demande par les mécanismes de marché, effectivement, dans ce secteur-là, sont empêchés par cette capacité-là, et donc il faut résoudre ce dilemme. Merci Julien. Karine, tu voulais réagir? Oui, sur deux points. Moi, il me semble qu'effectivement, si la causalité entre morbidité sur les territoires et ressources ou dotations disponibles n'est pas complètement avérée, il n'empêche que ça crée un malaise et une insatisfaction croissante dans la population vis-à-vis de l'offre de soins, mais finalement vis-à-vis de l'ensemble du système de santé et de son financement. Donc, ça crée quelque chose qui fait que ça fragilise finalement l'ensemble du système de santé et de la façon dont il est financé aujourd'hui. Donc, on oublie quand même aussi de rappeler tout ce qui va bien dans le système de santé, puisqu'aujourd'hui, évidemment, on est sur les déserts médicaux, mais on a quand même un système de santé et son financement qui est relativement précieux, donc il faut le défendre, il faut l'améliorer, et donc il faut être vigilant à ne pas créer des zones ou d'insatisfaction majeure avec finalement un soutien qui serait très très affaibli pour l'ensemble du système, puisqu'on jetterait l'ensemble, alors que finalement, de la régulation permettrait d'améliorer la situation. Donc cette insatisfaction et finalement, les gens ne choisissent pas vraiment le niveau d'investissement dans le système de santé, etc. Et donc, il faut que ça réponde aux besoins sur les territoires pour que légitimer sa place. Et il y a peut-être une autre phrase sur laquelle je voulais rebondir, qui élargie. Donc, mais vous avez parlé d'égal accès aux soins et à la santé. Alors, on a un système de soins. Ici, on est dans un système de soins. Et le système de santé et l'égal accès à la santé, il passe bien au-delà du système de santé. Et donc, avec des politiques peut-être qui devraient là aussi être plus renforcées sur la prévention, sur la santé des enfants, bien en amont du système de santé. Et ça peut être dans tous les territoires, dans toutes les politiques, bien entendu. Mais du coup, il y a quand même des coûts d'opportunité aussi à investir dans le système de soins. Peut-être il faut aussi investir ou réfléchir à avoir une approche plus globale pour aussi investir dans la santé en amont. Donc égalité de l'accès aux soins et à la santé, c'est pas là non plus tout à fait les mêmes leviers. Et donc il faut bien pondérer tout ça pour que nos jeunes, par exemple, soient en bonne santé et grandissent dans un environnement sécurisant et sécurisé. Merci Karine. Marc. Brièvement, 4 choses. Déjà, vous dire, moi je suis quelqu'un d'optimiste de nature, et mon alerte était davantage en lien avec l'idée que j'évalue beaucoup le bénéfice et le risque des choses sans non plus refuser des interventions qui font sens. Vous dire que former un médecin généraliste, c'est 10 années. C'est 10 années. C'est pour ça que vous ne pouvez pas mesurer encore les effets du numerus apertus. Deuxièmement, former, ça prend aussi des ressources. Il y a les mètres carrés pour accueillir les étudiants, mais aussi déployer des enseignants, des terrains de stage. Et pour la médecine générale, la 4e année de DES de médecine générale, la fameuse phase de consolidation, en octobre prochain, c'est à peu près 3000 docteurs juniors qui arrivent dans les territoires.
Mais ça veut dire que, par exemple pour Lyon, je dois avoir 100 étudiants qui soutiennent une thèse, 100 jurys de thèse à faire d'ici le mois de juin. Vous comprenez bien qu'en termes d'allocation et de ressources, c'est important. Sur l'allocation de ressources, ça a été dit un peu par Julien, mais il y a des travaux très anciens qui montrent que quand vous avez des soins primaires forts, si j'étais prosélyte, je vous dirais que les soins primaires, c'est les cariatides. C'est ce qui soutient, vous savez, le toit des temples et qui reste encore en place au Parthénon. Mais c'est pour vous dire que quand vous investissez, vous avez des meilleurs indicateurs et ça, c'est prouvé. Alors, on peut aussi peut-être tourner en disant c'est moins prouvé, mais que si vous avez moins investi les soins primaires, vous allez avoir une dégradation des indicateurs. Et puis, sur les téléconsultations, vous dire que je regarde mes collègues d'Impulse, du laboratoire INSERM dans lequel je suis, je crains que les données n'aillent pas dans le sens de la cible. Et que, Julie, tu me pardonneras de parler de ton travail, mais le profil du téléconsultant n'est sans doute pas la personne dans un milieu rural éloigné qui utilise l'accès numérique pour avoir un accès à un soignant, mais bel et bien quelqu'un dans un contexte fortement urbanisé avec une déprivation aux soins qui est moindre. Ce qui montre bien qu'il y a une régulation, et c'est là où on attend de la régulation, monsieur le député, sur des plateformes de téléconsultation qui peuvent opérer à l'étranger et qui certes vont engranger un volume. Mais soyons sérieux, est-ce que si je suis dans une île, dans les Cyclades, et que je suis médecin coordinateur d'une EHPAD, j'aurai la même pertinence que si je suis un docteur junior qui va être dans une équipe, qui va être déporté peut-être plusieurs fois dans la semaine dans une EHPAD au service de la population. Ma préférence va pour la deuxième chose. Et je termine en vous disant que peut-être ce qui nous rencontre ici, c'est que je ne peux pas croire que les soignants ne soient pas investis déjà auprès des patients. Moi qui travaille beaucoup sur la sécurité, quand on dit par exemple il n'y a rien en ville sur la sécurité, il n'y a pas de qualité, etc. Non. En revanche, il y a des choses qui ne sont pas formalisées. C'est pour ça que j'ai une grande confiance dans l'hétérogénéité. Je vous ai dit que les déserts médicaux, c'est hétérogène. Eh bien, soit, investissons de manière aussi très proactive toutes les solutions. Je vous ai parlé des incubateurs, mais il y en a d'autres, les médecins solidaires. Je ne vais pas toutes les signer, parce que ça aussi, c'est des démarches qui sont vertueuses. Et je pense qu'on peut s'en inspirer. Et ça a été d'ailleurs des choses qui ont été remontées au ministère dans le cadre des rapports sur le déploiement, notamment de la 4e année. Merci beaucoup Marc, il nous reste quelques minutes. Je vais prendre une question d'un étudiant, parce que les GECO ont aussi vocation à écouter les étudiants, notamment les étudiants de médecine. J'aurais pu demander à un représentant des jeunes médecins ou des étudiants d'être présent. Donc j'ai une question d'un étudiant vraisemblablement en médecine qui nous demande évidemment, qui vous interpelle sur qu'est-ce que pensent les étudiants en médecine, comment augmenter le nombre de formations en médecine dans de nouvelles régions alors que les universités sont sous-dotées en enseignement et en financement. Avez-vous recueilli les témoignages des étudiants en médecine? Est-ce qu'on a des éléments à fournir à nos étudiants qui sont quand même les principaux intéressés? Et donc on parle beaucoup de leur avenir et on ne leur a pas donné voix au chapitre. Donc je voudrais que sur les 3 minutes qui restent, on puisse en discuter. Merci. Oui, alors il y a beaucoup de travaux qui sont menés, et d'ailleurs Julien a fait référence à des travaux qui sont menés à Nanterre, justement, de collègues qui travaillent sur les choix de spécialité, les déterminants de choix de spécialité, en prenant en compte notamment effectivement les origines sociales, géographiques, etc., pour essayer dans des cohortes au long cours de comprendre l'évolution de ces choix au début des études et puis à la fin des études. Donc évidemment, il faut du temps pour on l'a dit, hein, pour voir les résultats de ces choix en fonction notamment aussi du genre, homme, femme, et quelles sont les contraintes des spécialités qui peuvent guider et orienter ces choix. Et on voit bien que c'est pas toujours les revenus. Il y a d'autres études qui ont été menées aussi dans des territoires pour essayer de comprendre les volontés de s'insérer dans des territoires justement ruraux au début des études et à la fin des études. Et donc tous ces travaux donnent des lieux à certains des résultats qu'on a présentés ici très très brièvement. Hein. Donc évidemment qu'on s'intéresse à ces choix-là, à ces résultats. Et même des travaux sont menés sur l'organisation des concours. Et est-ce que ces modalités d'organisation des concours orientent certains types de professionnels pour l'avenir? Donc, bien sûr, de nombreux travaux sont menés et voilà, sont publiés dans des articles plus ou moins vulgarisés.
Oui, et puis je me ferai pas l'écho, j'étant plus étudiant depuis quelques années, mais ils aspirent à une forme de sécurité, les étudiants. Les études de médecine, 10 années, c'est extrêmement long. Comprenez bien que 10 ans, quand vous commencez vos études, vous allez aussi parallèlement construire votre vie personnelle. Donc ça fait une singularité aussi des étudiants en médecine, peut-être parce qu'ils ont une double casquette, ils ont une double identité. Ils sont à la fois encore étudiants, mais aussi ils sont professionnels. Alors bien sûr, je pense que tous ici, autour de la table, si je prends un peu de la hauteur, on regarde sans doute de manière un petit peu interrogative ou un peu apeurée tout ce qui viendrait à nous contraindre dans un pays qui est marqué par encore une liberté accrue. Je ne m'identifie pas encore à la Corée du Nord, fort heureusement, Monsieur Garot. Mais une fois que j'ai dit ça... mais ça va dans le sens de ma conclusion, à savoir qu'on a tous des représentations. Et quand vous allez un peu leur permettre de déconstruire leurs représentations, quand ils se rendent compte qu'on peut être un médecin, un soignant heureux dans une équipe sécurisée avec des patients finalement qui vous sont peut-être encore davantage reconnaissants dans un territoire éloigné, je finis en faisant quelque chose que je n'aime pas faire. Vous savez, c'est l'argument d'exemple. C'est quelque chose qui est utilisé beaucoup. On dit « Ah, j'ai un exemple à vous donner ». Ben moi, je vais vous donner un exemple. C'est qu'on a des étudiants qui arrivent à Lyon, qui viennent d'autres subdivisions et qui disent « Ah, j'ai pris un appartement à Lyon et vous me dites que je vais aller à Aubenas ». Et bien, un certain nombre d'entre eux vous disent au bout de 3 ans « Ah, mais je veux rester là-bas, parce que c'est chouette l'Ardèche, etc. » Donc, on construit ça et on le fait de manière aussi la plus juste et équitable, parfois avec des incompréhensions, parce que la difficulté qu'on a, c'est que tous les territoires sont en train d'être déficitaires et vous êtes obligé d'arbitrer. Et quand vous dites à un collègue « mais non, tu peux pas avoir de stagiaire, toi », il va vous dire « mais tu te rends pas compte ». Mais si, je me rends compte. Donc on a une responsabilité collective, sereine, et globalement, quand on explique qu'on prend le temps d'écouter les gens, ça se passe plutôt bien. Un mot de conclusion de Julien et de M. Garot, mais vraiment très rapidement parce qu'on est tenu par le temps, mais pour que voilà, la parole soit partagée. Alors, ce ne sera pas une conclusion, mais je complète ce qui a été dit sur le rôle de ce qu'il se passe avant les études et de ce qui se passe pendant les études, sur ce qui va se passer en termes de localisation. Le constat que nous on fait effectivement, c'est qu'il y a des inflexions qui sont notables en France. Ces inflexions, elles sont d'une intensité qui peut peut-être être discutée. On pourrait probablement aller encore plus loin. Ça a été dit à la fois par Marc Chanelière et Guillaume Garot, à la fois du point de vue de ce qui se passe à l'université et de ce qu'il y a dans l'idée de nos députés. Il y a encore des choses qui pourront peut-être être construites demain dans cette direction. Mais à l'expérience de comparaison à d'autres pays, effectivement, on peut aller beaucoup plus loin là-dessus. Et du côté de la recherche, et effectivement, ce qu'on essaye de construire avec les collègues, et il y a plusieurs équipes qui travaillent dans cette direction, c'est d'augmenter nos capacités à analyser ces transformations et leurs conséquences. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même pas mal d'embûches et de difficultés. Et c'est comme pour d'autres mesures, pour savoir ce que ça produit, il faut se donner les moyens de le documenter, de le mesurer. Et donc là, il y a un enjeu général de se doter d'outils, de systèmes d'information, de collecte de données et de créer des espaces pour pouvoir en analyser les conséquences. Donc on fait au mieux avec ce qu'on a. Il y a beaucoup de travaux en cours, mais probablement qu'on pourrait aller beaucoup plus loin. Et on travaille avec les institutions professionnelles et ceux de médecine générale et d'autres, justement pour essayer demain de pouvoir mieux documenter cela. Un mot pour terminer peut-être sur les questions autour de la formation de nos étudiants. Moi, je voudrais leur dire que j'ai confiance dans ce qu'ils sont aujourd'hui comme étudiants et dans ce qu'ils seront demain comme professionnels de la médecine, parce que c'est un métier magnifique que de soigner les autres, qui a sans doute à s'interroger aujourd'hui sur la formation de nos médecins, parce que 10 ans d'études, c'est quand même très long, et que je mesure bien, moi, la charge mentale qui pèse sur eux aujourd'hui. Il y a une pression extrêmement forte, et je pense qu'il faut poser ce problème, voilà, d'études incroyablement longues, peut-être trop longues. C'est tabou de dire ça, mais moi je le dis, voilà. Et est-ce que c'est pas trop long, ces 10 années de médecine? Regardons là encore ce qui se fait à l'étranger. Mais en tout cas, ce qui me rassure, c'est que la source des vocations pour soigner les autres, elle n'est pas tarie. Et moi, ce qui me donne confiance et donne espoir, c'est que chaque année,
il y a plein de jeunes lycéens qui disent on va devenir médecin. Il y a une sélection avec Parcoursup qui n'est pas la meilleure qui soit, je ne m'étends pas là-dessus, mais quand vous vous dites qu'il y a 34 choix qui sont faits de lycéens pour une place en fac de médecine, je me dis, bon, il y a toute une génération là qui a envie de se donner, envie de s'investir pour soigner les autres, et ça c'est beau. Et ça fait plaisir et ça donne de l'espoir pour la suite. Alors, à bientôt pour la suite, justement. Merci beaucoup à tous nos intervenants qu'on peut applaudir. On suivra avec attention le processus, le cheminement législatif de ce texte. Merci à tous.